Allez, retour au Salon d'agriculture de Bordeaux, session 2022, pour une nouvelle conférence, un nouveau webinaire. Cette fois, on va parler élevage et impact positif sur son écosystème. Alors, ça fait un peu cours de Sciences Po, un peu quand même. Hein. Vous avez 2 heures pour répondre. On va essayer de rendre ça fun et sexy parce que, par ailleurs, c'est un vrai sujet. Alors, avec nous pour en parler aujourd'hui, donc Hervé Jacob d'AgriSmart Campus. J'allais dire que c'est un petit peu le scientifique, celui qui réfléchit parmi nous. Après, on a quand même la partie un peu politique avec nous aussi. C'est Virginie Lebrun, conseillère régionale. Vous confirmez? C'est ça, Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine. Et surtout, maire de Chirac. Oui. Non, mais ça, c'est quand même... Et surtout agricultrice. Et surtout agricultrice. Agricultrice en quoi? En bovin viande, Limousin. Parfait. On ne présente plus l'immense, le sémillant, le gigantesque Maximin, qui fait du bœuf à l'herbe. On l'a vu, regardez-le sur le documentaire formidable disponible sur ondondelaterre.tv. Édouard Bergeon, réalisateur Au nom de la Terre, fondateur de ondondelaterre.tv. Philippe avec nous, qui travaille dans la carotte avec son frère depuis bien longtemps, mais aussi dans l'élevage. Et on accueillera tout à l'heure évidemment Gilles Pécastin, qui lui travaille plutôt sur le porc. On va peut-être commencer par vous. C'est un sujet, ça quand même, qu'on entend beaucoup. Alors s'il y a un sujet dogmatique, c'est bien celui-là, le sujet de l'élevage aujourd'hui. Il y a quasiment des querelles de chapelle sur évidemment le côté néfaste, le côté bien fait de l'élevage sur l'écosystème. Vous, comme ça, qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Est-ce que vous comprenez les inquiétudes de la société quant à l'impact de l'élevage sur l'écosystème et sur l'environnement? Oui, moi, je crois qu'il faut les comprendre. Il faut essayer d'y répondre sans manichéisme, parce que c'est vrai que moi, pendant une quinzaine d'années, j'ai été quand même confronté à des étudiants, des élèves ingénieurs à Bordeaux Sciences Agro, et on sent beaucoup d'a priori quand même sur l'élevage en général. Vous êtes d'accord avec moi que depuis quelques années, le débat s'est un peu hystérisé quand même? Oui, il y a beaucoup de controverses dont certains sont hystérisés, on est d'accord là-dessus. Oui, oui. Donc justement, je crois que l'idée, c'est de parler des sujets calmement, de parler des choses, de toutes les relations positives entre élevage et environnement, que ce soit sur le plan effectivement strictement agroécologique, on va dire, ou sur le plan socio-écologique ou économique. Mais je pense qu'il ne faut pas aussi avoir peur de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas ou qui n'allaient pas. Alors, commentons déjà par rapidement, si vous deviez vous tirer 3, j'allais dire, aspects positifs de l'élevage sur son écosystème, ce serait quoi? Alors, je pense que il y en a un qui est évident, c'est le maintien et le fait que l'élevage favorise la biodiversité. Ça, je pense qu'élevage et biodiversité, c'est incontestable. L'élevage favorise aussi, quand on parle d'élevage herbivore, d'animaux qui pâturent, favorise aussi le maintien d'espaces ouverts. Donc ça évite effectivement que des friches gagnent du terrain. Et puis je pense, même si on se déplace un peu du sujet strictement environnemental, que l'élevage, ça joue aussi un rôle essentiel dans l'identité des territoires. Et ça, c'est aussi finalement une relation. On considère que c'est un impact positif, ça. Complètement. Ok. Complètement. Et alors, si vous deviez peut-être essayer de définir 2 aspects, j'allais dire, un peu plus négatifs, ça serait quoi? Alors, aspect plus négatif, il y en a. Ou en tout cas sur lesquels il faut travailler ou que les éleveurs doivent s'améliorer. Pardon. Les questions sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles il y a déjà eu des progrès de fait, je pense que c'est tout ce qui est lié à la maîtrise des pollutions liées à l'élevage, parce qu'il y a des pollutions liées à l'élevage, alors plus dans certaines formes d'élevage que dans d'autres. Donc là, on a beaucoup parlé des nappes souterraines en Bretagne et des teneurs en nitrate. On est dans une région où le problème est moins prégnant, mais il faut quand même être vigilant là-dessus. Et ses conséquences avec l'algue verte, évidemment. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et puis le deuxième élément important, et alors là qui est sujet à beaucoup de polémiques et beaucoup d'hystérisation, je suis d'accord avec ce terme-là, c'est celui du bien-être animal. Alors il y a des formes d'élevage indiscutablement qui posent question, mais je pense qu'il y a quand même, y compris dans ces formes-là, des progrès qui ont été faits. Mais ça, c'est une question sur laquelle il faut rester vigilant, et je pense une question qui percute beaucoup la société. Virginie, petite question. Vous êtes donc éleveuse. On sait que c'est un secteur d'activité qui est en pleine crise de vocation. Oui. Est-ce que vous, cette pression, cette injonction un peu sociétale qui vous montre parfois un peu du doigt sur ces questions d'environnement, est-ce que vous le sentez ou pas du tout?
Je ne crois pas que Enfin, il existe cette pression de la société, mais je pense on est en train de développer, par exemple, à travers le manger local, les circuits courts, une autre relation au consommateur et qui permet d'être en prise directe avec les gens et ça leur permet quand même de venir dans les fermes, de voir les fermes. Je pense qu'il faut que les fermes d'élevage elles soient ouvertes et toutes les initiatives qui permettent d'ouvrir les fermes et que les gens viennent, et qu'il y ait une réelle discussion, qu'on explique, que les éleveurs expliquent leur métier, expliquent leurs innovations parce qu'on est une région qui soutient l'innovation même sur l'élevage notamment, sur toutes les innovations qu'on peut avoir à travers les différents réseaux, les différentes recherches, l'agroforesterie, les pâturages tournants, tout ça en fait, il faut que nous, politiques, on incite les éleveurs à s'ouvrir et à le montrer tout ça. Vous, dans votre élevage, typiquement, quelles sont les mesures que vous avez décidé de prendre Alors, bon, moi, j'ai un élevage, mais c'est un choix personnel. C'est plus du maintien de la biodiversité et du maintien du bocage. C'est un impact positif sur l'environnement, en l'occurrence. Oui, parce que c'est un choix, c'est maintien du bocage et des plantations présentes et des haies et des arbres présents. Donc moi, je ne suis pas tout à fait représentative. J'ai 20 vaches sur 20 hectares en bovin viande, donc voilà. Mais après, je pense qu'il y a des éleveurs qui ont une vraie... On est vraiment dans une montée en compétence des éleveurs et qui sont tout le temps en train de se remettre en question, de rechercher. C'est une question de volonté, c'est une question de formation, c'est une question de moyens, c'est une question d'époque pour aller de plus en plus vers des pratiques vertueuses. Sur quels critères il va falloir s'appuyer? J'ai pas forcément fait de recherche sociologique là-dessus, mais je veux dire, c'est... non, c'est par exemple que Maximin, ça fait partie de presque d'une raison d'être, d'une philosophie. Il a décidé, par exemple, de partir dans un certain type d'élevage, par croyance presque. Ouais, on a une problématique en élevage également, qui est l'installation, la transmission. Parce que le modèle ne correspond pas forcément aux gens qui veulent s'installer. Donc nous, on est en train de travailler sur ces problématiques d'installation-transmission. Et justement, les gens, ils s'installent avec un projet, avec une envie, et ils veulent être acteurs de leur projet. Ils veulent être autonomes, ils veulent des services, ils veulent une structure, ils veulent des réseaux, mais ils veulent être acteurs et savoir pouvoir faire leur choix. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit les accompagner. Toi Maximin, tu es dans un des secteurs, j'allais dire, les plus vertueux, presque exemplaires, qui s'appelle le bœuf à l'herbe. Est-ce que malgré tout, quand même, tu dois lutter, toi aussi, de ton côté, sur certains a priori, sur l'élevage, c'est pas bon pour la planète, ça pollue, ça nous fait du mal, il faut arrêter de manger de la viande. Est-ce que toi, tu le vis, ça? Oui, en fait, moi, j'aimerais bien... Oui, effectivement, on est heurté à une vision de l'élevage, mais je pense que plus globalement, on peut tous s'améliorer dans l'élevage, quel qu'il soit, peu importe le modèle. Mais je tendance toujours à répéter la même chose, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment conscience de l'importance de l'élevage dans notre pays, peu importe la forme d'élevage. Parce qu'avant tout, comme ça a été très bien expliqué, c'est vertueux. On a besoin de l'élevage si on veut recréer l'écosystème, si on veut respecter le sol. L'élevage dans la polyculture et l'élevage, c'est-à-dire entre les cultures et l'élevage, on a une importance à amener de la matière organique au sol, à respecter les sols, et sans l'élevage, ça devient très compliqué. Donc je pense avant tout que peu importe les méthodes ou peu importe les moyens, je pense que l'élevage français est important et pour tous les secteurs. Bon. Voilà. Et en fait... Non, je veux savoir, Maximin, une petite question. Tu as été formé comment, toi? Comment tu as été formé? Est-ce que tu as été formé? Est-ce que tu t'es formé à cette forme d'élevage du bœuf à l'herbe, ainsi de suite, avec des pratiques vertueuses? Ou est-ce que tu as appris autre chose? Est-ce que tu ne penses pas que du coup, c'est dès la formation qu'on doit commencer à instiller les bonnes pratiques? En fait, oui, j'ai fait des écoles agricoles classiques. J'ai fait un bac agricole, un BTS agricole. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir faire une école agronome, ingénieur, et de pouvoir voyager pour voir d'autres pratiques dans notre pays en termes d'élevage. Par exemple? La Nouvelle-Zélande, par exemple. C'est d'autres régions. J'ai eu la chance de travailler là-bas pour voir d'autres manières de fonctionner. Et sur l'impact positif, justement, sur l'écosystème, qu'est-ce que tu as ramené de Nouvelle-Zélande?
Mais en fait, mais comme on avait un peu chez nous en zone de montagne, je veux dire, l'élevage, pour moi, il a de multiples impacts positifs. À partir du moment où une vache, par exemple, à partir du moment, elle pollue, la vache pollue. Et souvent, on communique là-dessus, mais la vache, si elle est liée avec son terroir et avec son herbe, elle stocke du carbone dans le sol. En fait, elle permet à l'herbe elle pâture l'herbe, donc elle régénère les sols, donc on recrée des écosystèmes. L'élevage permet de régénérer les sols et donc de faire des pratiques qui sont toujours été dans le monde. Je veux dire, si on veut pouvoir produire des légumes, des végétaux de manière naturelle, l'élevage permet d'enrichir le sol, quoi. En fait, ce qui s'est toujours fait depuis tout le temps, quoi. On disait tout à l'heure en aparté, il y a un truc qui t'agace concernant l'impact positif, c'est celui du bien-être animal. Pourtant, j'ai pas l'impression quand je vois tes vaches dans ton champ qu'elles sont en mauvaise santé. Je les trouve plutôt extrêmement en Oui, pleine mais santé. pourquoi le bien-être animal? Je trouve que c'est quelque chose de divers et varié, parce qu'en fait, je pense que peu importe quelle forme d'agriculture, je pense qu'on a la France qui est diverse et variée, qui a plein de différentes formes de faire de l'agriculture, mais à chaque fois, il ne faut pas oublier que pour avoir les productions qu'on a, que ce soit le lait, la viande, ou peu importe, et bien en fait, on a un éleveur, on a un agriculteur qui essaie de s'adapter au mieux à sa région et en extraire le plus positif. Déjà, je pense qu'il est important de dire. Ensuite, bien sûr qu'on peut s'améliorer, prendre de nouvelles pratiques, mais derrière, si on veut tous les produits qu'on a aujourd'hui, c'est que derrière, il y a un paysan dans l'ombre qui œuvre pour le bien et pour extraire le meilleur de sa région, dans la situation où il se trouve. Et je reviens toujours à parler de ça parce que je pense qu'aujourd'hui, ne pas comprendre nos éleveurs, c'est faire la porte ouverte à de nombreux éleveurs qu'on ne connaît pas. En fait, juger nos éleveurs dans notre pays, c'est remettre en cause en fait, une souveraineté alimentaire des éleveurs qu'on ne connaît pas et qui ont une manière de produire qui est largement différente des nôtres. Ouais, mais Voilà. Maximin, toi tu fais de la vache à l'herbe, tu penses quoi des vaches en stabulation qui sortent pas ou justement des porcs qui sortent pas? En fait, il y a élevage et élevage. Alors c'est aussi ça qu'on mélange et qu'on peut confondre et justement qui peut faire que les images qu'on voit d'L214, c'est pas celles de tes vaches dans un pré. Oui, tout à fait. Donc oui, l'élevage, normalement, ça va avec la nature. Il y a des saisons. Je veux dire, que les animaux, souvent, nous, on les fait à l'extérieur, les trois quarts du temps, mais l'idée, c'est que pour moi, il faut qu'ils soient à l'intérieur quand il y a des conditions climatiques défavorables. C'est presque évident. Et ensuite, qu'ils soient à la bonne prairie pendant la forte saison, c'est juste normal. Voilà. Hervé, donc on le voit, c'est dès l'origine, c'est dès l'éducation, c'est dès l'enseignement que peut être ce malentendu. Est-ce qu'il y a une demande forte de vos élèves aujourd'hui pour justement aller vers des pratiques différentes? Alors, Alors peut-être même parfois un peu d'usoire, parce qu'il faut quand même continuer à nourrir les Français et que tout ne peut pas se faire en bœuf à l'herbe, même si Maximin, ce qu'il fait est formidable. Oui, je pense que de la part d'élèves, surtout quand on parle d'élèves qui démarrent une formation d'ingénieurs, qui sont souvent quand même issus d'un milieu citadin aujourd'hui, hein, qui ont une connaissance de l'élevage qui est celle que peuvent donner des associations comme L214 ou des reportages qui sont quand même souvent à charge. Donc il y a une vraie nécessité de déminer le terrain. Mais en étant équilibré, moi je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la première mission de l'élevage, puis je dirais de l'agriculture en général, c'est quand même de produire des aliments. Hein. C'est pas simplement d'entretenir la nature. Hein. Donc il faut bien trouver l'équilibre entre les deux. Hein. Comment est-ce qu'on peut produire en l'occurrence des protéines animales et puis en même temps le faire sans impact négatif sur l'écosystème, en tout cas en diminuant ces impacts-là, et puis en valorisant au contraire tout ce qu'on a dit tout à l'heure de positif. D'accord. Et justement, est-ce que aujourd'hui, pour se lancer dans l'élevage, c'est presque un sacerdoce? Quels sont les arguments, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de l'éducation pour réenchanter un peu ce métier dont la France, on le sait, on l'a vu avec la nouvelle dénomination du ministère de la Culture et de la souveraineté alimentaire, va avoir cruellement besoin dans les prochaines années. Comment on réenchante ça? Évidemment, peut-être vis-à-vis de l'impact. Alors, réenchanter, c'est ambitieux, mais on sait aussi, j'ai entendu très récemment que les écoles qui forment des bergers n'ont jamais eu autant de candidats qu'en ce moment, par exemple. Hein. Donc, il y a aussi une vraie appétence des jeunes, finalement. On n'est pas dans une vision un peu pittoresque et pastorale de l'agriculture. Il faut se méfier de ça. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas que... C'est la version AMAP de l'élevage, un peu. C'est la version AMAP, c'est la version bio, c'est la version parfois... Le bio est une solution, hein, mais il ne faut pas avoir une version idéalisée de l'élevage. Hein. Et moi, je pense qu'une des solutions, en France en tout cas, qu'il faut qu'on mette en avant, ou un des atouts qu'il faut qu'on mette en avant, c'est l'importance des prairies. On est quand même un pays où il y a beaucoup de prairies, hein, et que ces prairies, elles stockent du carbone, elles enrichissent la biodiversité.
et que la question, c'est quand même souvent de réassocier, alors dans des exploitations, quand c'est encore possible, ou au niveau d'un territoire, de réassocier les cultures et l'élevage, quoi. Et ce qu'on a perdu, c'est ça, c'est l'association, le couplage polyculture-élevage, quoi. Philippe, vous êtes vous plutôt dans la carotte, l'asperge, mais aussi qu'est-ce que vous venez faire dans l'élevage alors? Qu'est-ce que la famille Larère fait avec notamment monsieur Maximin alors? Racontez-nous cette coexistence pacifique entre ces deux mondes. Donc en fait, on était complètement externe au monde de l'élevage. Et j'ai rencontré Maximin, ça a duré 2 heures. On a eu une entrevue de 2 heures et j'ai été conquis. Parce que, On rappelle que vous avez à la fois de la carotte bio, de la carotte conventionnelle. voilà, on est essentiellement sur des productions végétales, en bio, en conventionnel. Et en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, je fais partie d'une génération qui a été obligée de changer de logiciel. Moi, je suis arrivé sur le marché de l'agriculture avec le logiciel de... Voulu ou contraint? Non, c'était voulu parce que les conditions de l'époque le voulaient. Dans les années 70, on était dans un monde où on manquait, on n'était pas autosuffisant, on n'avait pas de souveraineté alimentaire, donc il fallait produire pour assurer contre les famines, etc. Et après, ça a été le monde du productivisme, où on a dit on va nourrir la planète. Non, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on n'est pas là pour nourrir la planète, on est là pour transmettre un patrimoine. Essentiellement, c'est ça le plus essentiel. Et donc l'élevage dans tout ça alors, l'élevage Et pour vous. dans l'élevage, on est devenu, la conséquence de ces 50 dernières années, c'est que l'élevage, pour augmenter en productivité, pour lutter contre la mondialisation, les prix plus bas au niveau de pays émergents, on a été obligé de se spécialiser, d'augmenter la productivité et donc de se spécialiser dans des productions. Et en fait, on a perdu tout ce savoir-faire et toute cette culture où à l'après-guerre et bien avant, on associait l'élevage et l'agriculture pour tirer des synergies en termes d'autonomie agronomique. Ah, c'est un vrai sujet ça. Voilà. Et donc concrètement avec Maximin, vous faites quoi? Donc avec Maximin, l'idée c'est, moi j'ai été conquis je vous dis en 1 heure. On a dit on fait, Je suis pas surpris. on fait 5 ans d'élevage à l'herbe et on fait 1 année de carottes. On économise des énergies fossiles, on économise du matériel. Donc je etc. comprends bien, vous faites tourner, Voilà. hein, c'est On ça? fait des rotations agro-pastorales maraîchères Ok. qui permettent de tendre vers cette autonomie agronomique. D'accord. Et donc là, pour le coup, c'est utiliser à bon escient des terres que d'habitude vous laissiez quoi en jachère et que là, Non, pas complètement. On met les meilleures terres sous irrigation. D'accord, On d'accord. va favoriser la production d'une herbe de très bonne qualité pour faire de la viande de très bonne qualité. Ok. Et là, du coup, c'est l'exemple d'un partenariat effectivement hyper vertueux. Pourquoi tu as pris cette initiative, toi, Maximin? Pourquoi tu as pris cette initiative Et je d'aller les trouve voir? que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'idée de tout ça, ce qu'a très bien expliqué Philippe, c'est que les végétaux sont faits pour être fixes dans cette terre. Enfin, l'herbe, elle est fixe. Et souvent, on a déplacé les végétaux aux animaux. Et en fait, on a fait des zones, comme ça a été très bien expliqué, de pollution, enfin de surproduction animale, et des zones en fait, où on a que des végétaux et on n'a pas d'animaux, on manque de fertilité dans les sols. Donc en fait, l'idée qu'on a fait, vraiment le projet qu'on a eu, c'est arrêtons de déplacer les végétaux, déplaçons les animaux qui sont faits pour transhumer dans cette terre, quoi. Voilà, donc en fait, un végétal qui a poussé sur une terre, il est fait pour avoir sa ration du sol, qu'on appelle, c'est-à-dire avoir autant de matière organique pour faire vivre son sol et refaire pousser des végétaux. Voilà le projet. Virginie, on a parlé d'éducation, on a parlé de l'initiative privée, que j'allais dire, extrêmement vertueuse, et les politiques publiques là, dans tout ça. Je pense qu'on Comment on peut soutenir les politiques vertueuses qui vont respecter justement l'écosystème? Alors, nous, on est la première région agricole de France, en Nouvelle-Aquitaine. Donc, on est au soutien et particulièrement au soutien des éleveurs. On a une feuille de route qui s'appelle Néoterra, qui travaille sur la transition agroécologique et le maintien de la biodiversité. Et en fait, c'est une feuille de route qu'on veut transversale sur toutes nos politiques. Donc, c'est une feuille de route qui nous permet de définir nos appels à projets, nos financements, nos Donc, aides. très concrètement, je suis éleveur, je viens vous voir.
Comment ça se passe, dites-nous? Alors concrètement, vous êtes éleveur, vous venez me voir. Je vais vous indiquer tout un tas d'organismes que nous, on soutient et qui sont soutenus et que nous, on soutient également et qui vont vous permettre de monter votre projet. Et nous, on va aller vers une transition agroécologique. On va soutenir les projets de transition et d'innovation. La demande est forte en ce moment? La demande est forte? Alors, tout à l'heure, je parlais d'installation-transmission sur l'élevage qui est compliqué. Il y a une solution qui est en train de naître un peu, et on parlait de complémentarité, parce qu'on a des grosses fermes d'élevage qui ont des gros capitaux, en fait, qui sont compliqués à reprendre parce que le marché permet pas forcément de vivre ou de reprendre ces grosses fermes. Et une des solutions sur lesquelles on est en train de travailler sur l'installation, la transmission au sein du conseil régional, et on a de la demande dessus sur des gens qui seraient des gens qui se mettraient ensemble. Et il y aurait une complémentarité avec de la culture, de l'élevage, du maraîchage. Donc là, vous sur faites le de la même mise en site, relation, en c'est fait. ça? Vous ferez de la mise en relation? On a des partenaires, oui, qui font de la mise en relation. Puis nous, on va être responsable de l'installation-transmission. On va avoir une dotation globale installation-transmission pour tous ceux qui vont vouloir reprendre, et on va l'ouvrir aux nouveaux agriculteurs. C'est-à-dire, les dotations jeunes agriculteurs étaient destinées aux jeunes agriculteurs de moins de 40 ans, et à partir de 2023, il va y avoir des aides complémentaires pour les nouveaux agriculteurs. Parce que tout à l'heure, on parlait d'agriculteurs comme Maxima, qui ont un parcours où, après ses études, il est allé voir dans d'autres pays, etc., où il y en a qui ont travaillé en tant qu'ingénieur agronome et qui veulent reprendre une ferme. Et ceux-là, ils ont plus de 40 ans, ils ont un projet. Et donc concrètement, la région va pouvoir les aider. Ils vont pouvoir avoir une aide à l'installation, tous ces gens-là. Cette aide qui était fermée là, maintenant, va être ouverte, en fait. Juste Maxime, avant que tu laisses ta place à Gilles qui trépigne, tu as bénéficié de ces aides-là, toi, ou pas du tout? Tu as fait appel à ces aides-là, ou tu étais en parfaite autonomie? Non, mais c'est vrai qu'on était vraiment, nous, je me suis beaucoup focalisé dans la manière de produire et dans la manière d'arriver à ça. Et j'ai pas encore. Mais bon, oui, pourquoi pas. Je reste ouvert. Merci Maxime, en tout cas, on va accueillir, Merci Gilles. beaucoup. Édouard, on le voit quand même, il y a quand même plein d'initiatives. On l'a vu au niveau de l'éducation, on a vu de la région, on voit au niveau du local. Pourtant, on a l'impression que le fossé n'a jamais été aussi grand entre la société et l'élevage, qui pâtit d'une image, on ne va pas dire déplorable, mais très très difficile. Et toi d'ailleurs, ton père, enfin, tu étais éleveur. Plein de bonnes initiatives et plein de bon sens. Parce qu'on voit en fait qu'il n'y a pas un agriculteur là ou un éleveur qui veut abîmer sa terre, abîmer sa santé, abîmer la santé du consommateur. On parlait de territoire tout à l'heure, l'élevage c'est la carte postale de la France. Quand on traverse la France pour aller en vacances, c'est pourquoi on est si fiers et pourquoi on a autant de touristes qui viennent en France, c'est qu'on a des sites incroyables, mais aussi on a un territoire incroyable qui est façonné de la main de l'homme, des agriculteurs. Quand on prend le TGV qui descend à Bordeaux depuis Paris ou à Lyon, on voit ces vaches, ces moutons, ces couleurs dans tout. Et donc, là, tu le dis avec beaucoup de diplomatie, mais on se connaît un petit peu. Je sais quand même qu'à chaque tweet, à chaque réaction un peu dogmatique qui vient donner un coup de canif au monde de l'élevage, ça te fait bouillir. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment, on se revendique tous être un petit-fils, une petite-fille issue du monde agricole, avoir un lien, mais tout ça, on parlait de romantisme, vu des centres, et notamment de Paris, et en tout cas des centres médiatiques. Il y a une déconnexion, un déracinement total de l'agriculture, et aujourd'hui ceux qui parlent et ceux qu'on écoute, ils savent peut-être plus forcément, ils savent même plus comment ça se passe, et même s'ils parlent avec sincérité, ils parlent mal. En fait, ils créent beaucoup de ressentiment dans les campagnes, et tout le travail justement des agriculteurs, mais du politique et de tous, c'est de retisser des liens, de recréer des ponts pour dire regardez comment on fait, regardez comment je traite bien mes animaux, regardez ce qui me reste à la fin du mois, regardez les techniques que j'essaie d'employer pour faire mieux pour tout le monde. Donc l'innovation est là dans l'agriculture, elle n'a jamais été autant là. Alors l'innovation, ça va quand on a un smartphone, ça va dans plein de domaines, ça va avec Amazon Prime et tout, mais quand on parle d'innovation dans l'agriculture, tout de suite c'est un gros mot, l'innovation, ça ne devrait pas avoir sa place dans l'agriculture. Oui, ça a sa place, mais souvent c'est chimie, machine, mais heureusement qu'il y a un problème de vocation dans l'agriculture.
on manque de bras. Et puis à un moment donné, la technique peut aider aussi l'agriculture parce que ça reste des métiers vulnérables. Il y a le réchauffement climatique qui est là. La terre reste basse, ça reste le vivant. Et l'innovation peut permettre aussi de mettre moins de chimie, moins de produits. L'innovation, ça peut être de l'agronomie, de l'agroforesterie. Revenir vers l'agriculture du vivant, ça ne veut pas dire forcément que des machines. Alors pour compléter par rapport aux métropoles, nous on a une maison Nouvelle-Aquitaine et en marge de ce salon, on a fait deux journées de table ronde à Paris et qui ont été un grand succès en fait. Vous voulez dire sur que des Parisiens sont venus vous rencontrer? Ouais, et qui ont rencontré différents partenaires, la Chambre, les SAFER, les différents départements qui composent la région. C'était une organisation faite par la Maison Nouvelle-Aquitaine, donc un peu la région. Donc, il y a eu un vrai succès. Un vrai succès. Donc il y a en tout cas une demande. Il y a une demande, oui. Ouais. Ouais. Gilles, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, ils sont bien tes cochons, toi, ils ont la piscine, c'est du 4 étoiles, all inclusive. On va pas parler de la question du bien-être animal parce que c'est quasiment intrinsèque à ton métier. Toi, tes bêtes, tu les aimes. Mais je pense qu'il n'y a pas un éleveur qui peut ne pas aimer ses bêtes. Mais c'est bien de le rappeler, parfois on a tendance à Non, le... mais tu peux pas faire ce métier si tu n'es pas amoureux de tes bêtes. Même si, in fine, tu vas les amener à l'abattoir, dont les gens ils disent « Ouais, mais vous les tuez à la fin ». Mais oui, mais faut pas oublier que si on les avait pas fait naître, on les a fait naître pour les manger. Sinon, on n'aurait jamais... Tu n'as pas 100 vaches pour la compagnie, quoi. Faut être honnête. C'est un contrat social, en fait. L'éleveur fait tout ce qu'il faut pour le bien-être de ses animaux. Les animaux, après, nous nourrissent. C'est un contrat social entre l'homme et l'animal. Mais ça, depuis des siècles, Gilles. C'est ça. Mais par contre, rien ne nous oppose au respect de l'animal. Voilà. Et c'est sûr qu'à un moment donné, on le sait, après la guerre, il a fallu nourrir la France. On a poussé vers des élevages. Moi, je suis un produit de l'agriculture industrielle, c'est-à-dire que j'ai fait une école agricole, on m'a enseigné les meilleures techniques possibles. Je me suis passionné pour l'agriculture industrielle. C'était une cause nationale, c'est le général de Gaulle qui a dit on va mettre des porcs en Côte d'Armor. Et voilà, alors la transition est parfaite parce que Maximin citait la plante, elle est fixe et on déplace les matières vers les animaux. Et moi, la première fois que j'étais en Bretagne, j'étais comme un informaticien qui va pour la première fois de sa vie dans la Silicon Valley, quoi. Et sortant de l'école, je vais vous raconter l'histoire. 97, j'avais 20 balais. Gérard Beaumont, un illustre éleveur de porc du Sud-Ouest, j'étais stagiaire dans une coopérative. Il me dit si tu veux, semaine prochaine, je vais en Bretagne. Si tu veux, tu viens avec moi. J'ai dit c'est l'occasion d'y aller. Et il partait voir des stations de traitement de lisier. Voilà. Parce qu'il venait monter un gros élevage. Il fallait qu'il traite son lisier à Puyol-Casalet. Et donc, il m'a dit 5h20, on part. À 11h, on était à Lamballe. Et là, on a été accueillis à Lamballe chez Denitral. Et le mec, il dit bienvenue à Lamballe sur lisier. Ça voulait tout dire quand même. C'est-à-dire que Lamballe, le cours d'eau qui passait, c'était du lisier, quoi. Voilà. Et alors, on a été visiter les stations de traitement de lisier qui à l'époque étaient subventionnées à 40% par l'État quand même pour dégrader l'azote que produisaient les éleveurs. Et première station qu'on visite, je suis dans le Morbihan, le mec il nous présente sa station, tout ça, et à côté il y a un champ de blé, et il y avait un mec qui était en train de dépendre de l'engrais, quoi. Et là je me dis, il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. C'est-à-dire que lui il vient de mettre 1 million d'euros là, pour faire une station de traitement, et le mec à côté, il a acheté de l'engrais en Égypte pour le mettre dans son champ. Il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Par contre, la station, des turbines, de l'électricité, qui envoie de l'azote en l'air, la Terre elle tourne, on la recapte en Russie, en Ukraine, etc. On la remet dans des microbilles, on la ramène par des bateaux et on la ramène dans le champ du voisin. La réalité, elle est là. Et alors, ironie du sort, c'est que 20 ans après, il y a un conflit en Ukraine, on n'a plus d'engrais pour nos terres en France, et on autorise les éleveurs bretons, à qui on a subventionné des stations d'épuration, de les arrêter pour donner le lisier aux voisins pour qu'ils puissent fertiliser ces sols. Elle est là, la réalité. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Et comment on dit stop à ces aberrations alors Non, mais ça, c'est volonté politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent un peu trop pour l'agriculture et on devrait peut-être laisser faire le bon sens paysan. Et effectivement, les Bretons, on ne peut pas leur en vouloir de produire 1 litre de lait sur 2, un poulet sur 2, un cochon sur 2. C'est la réalité. Ils n'avaient pas de ressources, donc ils se sont lancés dans l'élevage. Mais les Bosserons, qui avaient quelque part des ressources énormes et qui suffisaient à faire du blé, ils n'ont pas eu à faire des poulets, du cochon ou d'aller traire le matin à 6h le matin, à 6h le soir pour s'en sortir. Et voilà, et quelque part, il faut ramener dans le territoire, ce que disait Maximin est juste, c'est-à-dire que la plante, elle est fixe, il faut ramener l'animal vers la plante, il faut, et non ramener la plante vers l'animal, parce que l'animal, il va consommer,
et il va redonner au sol. Nous, on est sur une exploitation de 120 hectares. Il nous faut, globalement, mon élevage fertilise 150 hectares de culture. Moi, ça fait 10 ans que je n'ai pas acheté 1 kilo d'engrais. Ça fait 10 ans, on est en bio, on cultive tout avec du lisier de porc. On a mis en place des techniques. Aujourd'hui, dans 2 semaines, on va le faire. On a mis en place des machines qui nous permettent d'épandre le lisier en interligne dans le maïs, etc. Pour mobiliser maximum d'azote pour le maïs, pour rien jeter dans l'air, etc. Et oui, il faut aller vers l'innovation. Aujourd'hui, on ne peut pas reculer. C'est pas l'agriculture de demain, c'est pas l'agriculture de papy ou du grand-père. C'est le retour en avant. C'est le retour en avant, exactement. En fait, retour vers le faut futur. prendre des bonnes Retour vers le techniques futur. d'avant. Hervé Jacob, Et aller en avant. ce qui est quand même dingue, c'est que là, ça paraît être la palissade, mais on n'a jamais pensé élevage et territoire. C'était élevage et déracinement. C'est quand même juste une aberration. Ça, c'est quelque chose qu'il faut reprendre en compte, évidemment. Oui, mais je pense qu'on paye ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un mot d'ordre qui était de produire à moindre coût. Et ça a conduit forcément à des excès, on l'a déjà évoqué. Et en même temps, je pense qu'il ne faut pas rejeter en bloc ce modèle-là, parce que ce modèle-là, il a permis quand même à la France d'être indépendante, à la France d'exporter sur le plan Oui, et nourrir la alimentaire. France, et nourrir les Français. Et de fournir des matières premières ou des produits alimentaires plutôt de qualité à un prix Mais alors, abordable. qu'est-ce qu'on fait? Retour en arrière, on a compris que c'est pas possible. Mais comment faire muter ces modèles-là qui paraissent, quand on écoute Gilles, parfois complètement aberrants? Comment on les fait muter alors? Je pense que c'est une mutation qui sera de longue haleine et c'est un peu ça pour moi la difficulté. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de réponses immédiates et l'opinion publique attend des réponses immédiates. Et en fait, on sait que ces transformations-là, le fait de recoupler production végétale, production animale, c'est quelque chose qui sera lent. Hein. Et donc je pense que pendant ce laps de temps-là, il y a un vrai enjeu de communication. C'est-à-dire qu'il faut parler de ce que font les agriculteurs, ce que font les éleveurs. Et puis il faut aussi utiliser, mais c'est déjà fait assez largement, les outils réseaux sociaux que un certain nombre de détracteurs de l'élevage utilisent abondamment. Hein. Il y a des choses qui se font aujourd'hui, je pense qu'il faut vraiment communiquer et en même temps il faut faire face aux difficultés qui sont réelles. Dominique, vous êtes le grand patron du Salon de l'agriculture de Bordeaux. Ancien éleveur? Oui. À la retraite? Oui, j'étais éleveur de vaches laitières. On peut dire que vous êtes à la retraite, hein, retraité oui, actif. je suis Vous êtes le patron du salon, mais retraité. Je suis à la retraite depuis quelques mois, oui. Alors et là, on parlait de tous ces changements et de l'impact positif justement de l'agriculture sur son écosystème. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que c'est quelque chose qui est tangible là, notamment au salon? Oui, bien sûr, le changement, il est en route pour l'agriculture, à un rythme qui est propre à l'agriculture, avec une adaptation peut-être plus rapide en production de grandes cultures, un peu plus lente sur l'arboriculture et la viticulture, un peu plus lente aussi sur l'élevage. Mais ce qui a changé, c'est pas tellement la technique. La technique, on l'a toujours eu, chaque époque a eu sa technicité. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on passe après des générations d'agriculteurs qui sont restés cloîtrés chez eux et le leitmotiv c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Et on est maintenant avec des générations de jeunes agriculteurs qui veulent vivre en phase avec leur société, qui sont passionnés par le métier et qui veulent partager cette passion. Et on a beaucoup de jeunes agriculteurs autour du salon d'agriculture pour accueillir les jeunes écoles primaires dans les concours. Mais petite question, sans être... vous avez commencé quand vous l'élevage? C'était en quelle année? Moi j'ai commencé avant 1980 avec un troupeau de vaches à viande. Et après, assez rapidement, j'ai converti. Est-ce que la question de l'impact de ce troupeau de vaches sur l'écosystème est quelque chose de prégnant ou c'était pas aussi important à l'époque? Comment? Non, mais à l'époque, une exploitation, il y avait des terres propres à la culture, des terres dédiées à l'élevage. C'est une complémentarité. Surtout, on a parlé pas mal d'élevage de plein air. Et là, je voudrais dire 2 mots là-dessus parce qu'il y a plusieurs modes d'élevage. On nous envoie, notamment en restauration collective, des poulets claustration de tous les pays du monde. Et on a l'élevage plein air de volailles, de canards en danger ici, pour des raisons sanitaires et aujourd'hui pour des raisons économiques. Lorsqu'on fait de la qualité, ces animaux à croissance lente, et ces animaux à croissance lente consomment bien plus d'alimentation que les animaux en claustration et à croissance rapide. Donc il y a un différentiel de coût qui est en train de s'installer et qui fait que le consommateur, pour des raisons de prix, parce qu'on est en crise quand même sur le pouvoir d'achat, pour des raisons de prix, se détourne des productions les plus nobles que l'on puisse lui proposer actuellement. C'est vrai pour tout l'élevage plein air,
c'est vrai aussi pour les productions en agriculture biologique, où les gens s'en détournent pour des raisons de budget qui ne sont pas prêts à mettre dans l'alimentation. Si bien qu'aujourd'hui, on trouve pas mal d'agriculteurs convertis avec de gros efforts pendant 2 ou 3 ans avant d'avoir le label, qui vendent aujourd'hui au prix du conventionnel. Donc, et qui trouvent en face un import des productions qui sont moins disantes, en tout cas qui n'ont pas les mêmes règles que ce que l'on demande aux agriculteurs français. On a l'impression quand même que ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui en termes de transition, d'impact, de bien-être, ainsi de suite, va quand même moins vite que ce que la société réclame. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est un peu une course à l'échalote, quoi. Vous êtes toujours, alors on dirait dans le cyclisme, sucer la roue un peu de la société, alors que normalement, vous devriez reprendre la main et expliquer qu'il faut laisser du temps au temps et surtout le temps de l'agriculture. Ouais, je pense que tu le dis, c'est à nous à dire à la société ce que l'on fait, je pense, et non pas à lui laisser dire ce qu'on doit faire. Et surtout lui imposer le tempo, en fait. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des prérogatives, on a des besoins, on a des possibilités, et on a leurs attentes. Et il faut qu'à travers ça, je vais donner un petit exemple. Moi, je travaille avec des restaurateurs. Puis un jour, j'ai un illustre restaurateur de Paris qui vient me voir, qui a été meilleur apprenti de France, etc. Puis il me dit, ouais, ta machine à sous, mais c'est automatique, machin, mais c'est pas... moi, mon grand-père en Bretagne, il soignait les cochons à les patates, les machins. J'ai dit, ouais. J'ai dit, tu sais quoi? Moi, ma grand-mère, elle cuisinait tout au feu de bois, tu vois. Et toi, tu as des fours programmables à vapeur, machin, cuisson sous vide. J'ai dit, toi, tu la refuses pas, la technologie, pour faire manger. Mais laisse-moi accepter la technologie pour me simplifier la vie. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, ou Philippe l'a dit, la terre, elle est basse. La terre, elle est basse. À un moment donné, on a le droit de vivre comme tout le monde. Et le consommateur doit accepter tout ça. Il doit accepter qu'il y ait de l'innovation, qu'il y ait de la simplicité. Édouard disait, quand tu traverses le paysage, la France, les paysages, etc., mais les agriculteurs, ils ne partent pas beaucoup en vacances. C'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà contraints par leur emploi du temps, etc. Donc laissons-les vivre comme ils doivent le faire et faisons leur confiance sur la qualité, parce qu'on a l'agriculture la plus vertueuse du monde en France, il faut le rappeler quand même. Bien sûr. Et il ne faut pas se laisser influencer par des discours contre-productivistes qui voudraient nous faire revenir à l'âge de pierre, je pense. Dominique, un mot de conclusion parce qu'il reste plus que 2 minutes. Oui, mais sur ce problème-là, on a un problème énorme à résoudre. Hein. C'est la différence qu'il y a entre l'attente du citoyen et l'acte d'achat du consommateur. Et c'est là que l'on mesure le déficit de communication de l'agriculture ces 50 dernières années. Alors on a du travail à rattraper. Il y a des générations qui n'accepteront pas de vivre cloîtrées. Mais aujourd'hui, on voit la société nous demander des choses que le consommateur n'est pas prêt d'acheter. On rappellera quand même que les Français consacrent 12% de leur budget à l'alimentation. Non, oui. Ce qui est quand même pas beaucoup. Non, dans les 12%, c'est même un petit peu plus, parce qu'avec la restauration au foyer, il y a 4,2 ou 4,5% de produits agricoles là-dedans. Ouais. Donc une augmentation des prix agricoles pour supporter les céréales, le ceci, le ça, les conditions sanitaires qu'on nous impose et qui sont en train de tuer l'élevage plein air, qui est l'élevage de qualité. Donc c'est des 10% sur le prix du produit agricole, ça ne change pas beaucoup les données du problème sur le panier de la ménagère. Mais qu'on soit entendu et de réconcilier citoyens et consommateurs, c'est certes l'affaire des agriculteurs, mais il y a des pratiques commerciales, il y a des marges, mais pas seulement, des achats, des imports de produits moins disants qui font que l'agriculteur français accepte des contraintes, mais ne profite pas de l'élévation du niveau de qualité. Le mot de conclusion pour Virginie, un mot de conclusion féminin, bienveillant, optimiste, regardez vers l'avenir. Exactement, optimiste. Je crois qu'on peut dire soyons fiers de nos agriculteurs. Parce que l'agriculture évolue, les agriculteurs évoluent et ils sont en lien direct avec la société, ils ne sont pas en marge de la société. Donc il faut être fiers des agriculteurs. Et soyons fiers des agriculteurs. C'est le beau mot de la fin. Et puis, il y a 10 ans, on n'aurait pas eu une femme en charge de l'agriculture, vice-présidente de la région. C'est la même chose dans les Pays de la Loire avec Lydie Bernard. Non, mais on a des agricultrices aussi qui représentent l'agriculture, comme je l'avais sur le plateau de France 2 avec Anne-Cécile Suzanne ou d'autres de ces femmes-là. Il y a 28% des agriculteurs sont des agricultrices. J'espère que ça va monter. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup justement de projets portés par les femmes dans l'agriculture et beaucoup de jeunes. Donc ça peut devenir aussi un endroit, le refuge de demain, la campagne. Que ça soit pop et que ça soit fun, mais que ça puisse nourrir ces hommes et ces femmes. Donc en tout cas, on a les clés pour le faire. On a le plus beau pays du monde avec tous les climats, avec un littoral extraordinaire. Donc comme le rappelait Gilles, arrêtons
dire tout ce qui va mal. Il y a beaucoup de choses qui vont bien. Et demain, il y en aura encore plus. Hervé, Virginie, Gilles, Édouard, Dominique, merci beaucoup. Et aussi Maximin. C'est la fin de cette session qui était passionnante. N'hésitez pas à venir voir les Landais sur leur stand et continuer cette discussion. Merci à vous. Et surtout, allez les rencontrer, ces éleveurs. Chez Gilles, allez voir Pepper. À bientôt. Ciao.